On nous demande d'abord quels sont les principaux polluants de l'air que l'on retrouve à l'intérieur de nos maisons. Allez-y. Alors dans les maisons, oui, on le sait assez bien parce qu'il y a un observatoire de la qualité de l'air intérieur qui existe et qui a travaillé sur le sujet. Le polluant qu'on retrouve dans toutes les maisons, c'est le formaldéhyde. Après, on retrouve aussi des moisissures dans 37% des maisons. Le formaldéhyde, pourquoi? C'est un composé organique volatile très léger et donc qui sur les vernis, les trucs comme ça, non? Alors il y a beaucoup de sources d'émissions de formaldéhyde. Ça peut être les surfaces, ça peut être les matériaux qu'on utilise, ça peut être les différentes combustions, les activités de cuisine, les produits ménagers également. Les cols qu'il y a dans les Ça meubles. peut être les cols, oui, mais ça peut être aussi le produit qu'on utilise pour laver par terre. Ça peut être... Donc il y a beaucoup quand même de sources de formaldéhyde. Il y en a d'autres, j'ai cité les moisissures, il y a aussi les particules. On sait qu'ils sont présents, je dirais en introduction, le premier geste à faire pour avoir une bonne qualité de l'air intérieur, le tout premier, c'est d'avoir une bonne aération de son logement, aérer au moins 10 minutes par jour, ça c'est le tout premier. Alors matin et soir, après on fait ce qu'on peut aussi dans la vie courante, mais penser à aérer tous les jours, c'est vraiment le premier conseil. Bienvenue sur jeconstruismamaisonavec.com, le portail internet qui vous donnera accès aux fabricants de matériaux et d'équipements, ainsi qu'aux prestataires de services nécessaires à la construction de votre future maison. En tant que professionnels de la construction de maisons individuelles, nous allons vous présenter la mise en œuvre de nos produits et la qualité de nos services. Lors de la construction de votre maison individuelle, il est impératif de choisir une solution d'isolation adaptée. Nous, Unilin, créons pour vous des produits de qualité afin de vous apporter tout le confort que votre maison peut vous offrir. Nos produits d'isolation sont conçus avec de la mousse de polyuréthane. Cet isolant ne se dessèche pas, ne s'effrite pas et ne deviendra jamais un milieu de culture où prolifèrent les insectes et les rongeurs. Il est également indéformable, ce qui lui assure une grande stabilité dans le temps et une garantie de ses performances d'isolation. Mince et léger, l'épaisseur des panneaux varie en fonction de la performance thermique recherchée, de 30 mm à 160 mm. Adapté pour l'isolation du toit, le système Sarking est un procédé d'isolation thermique de toiture par l'extérieur. Ici, on pose les panneaux isolants rigides sur les chevrons ou des voliges. Ce système vous assure une isolation thermique et acoustique performante, ainsi qu'une étanchéité à l'air et à l'eau. Il permet également de ne pas perdre en surface habitable et vous assure une réduction des consommations d'énergie de 38% et des émissions de gaz à effet de serre de 50%. Conçu pour l'isolation de vos murs, l'isolant U-Therm-Wall se pose par l'extérieur. Ici, les plaques sont fixées au mur par les chevilles, puis maintenues par une ossature. Lors de l'isolation des murs, vous bénéficiez grâce à ce système d'une isolation continue qui élimine les ponts thermiques et évite donc toute perte énergétique. Son installation à l'extérieur permet aussi de ne pas perdre en surface habitable. Nos plaques isolantes U-Therm Floor sont adaptées à l'isolation des sols et des planchers. La découpe des plaques et la mise en place des éléments du plancher chauffant sont simplifiées. Son utilisation est également recommandée pour l'isolation des combles perdus. Pour l'isolation du sol, notre produit U-Therm Floor est applicable sous dalle de béton, sous chape flottante, sous mortier de pose. Il est idéal pour la réalisation de planchers chauffants rayonnants électriques ou hydrauliques. Cette solution vous assure des performances isolantes et acoustiques durant toute sa durée de vie. Son format pratique et ses plaques stables assurent une pose rapide et facile. Depuis 1982, le groupe Unilin, acteur majeur de l'isolation, vous guide dans le choix de solutions pour votre maison.
C'est une maison où les particules chimiques sont bannies. Avant d'y entrer, il faut s'être débarrassé de toute odeur de parfum, lessive ou déodorant. Enchantée. Bonjour. Comment allez-vous? Eh ben ça va, vous avez respecté parce que je suis pas obligée de reculer. J'ai essayé de trouver un pantalon pas synthétique, mais je crois qu'il est un peu quand même, donc vous me direz si ça passe. Bah écoutez, si j'ai pas ce mouvement de recul que j'ai normalement, on va pouvoir discuter correctement sans que je parte en vrille. D'accord. Céline souffre d'hypersensibilité chimique multiple. Elle ne supporte plus la moindre émanation de produits chimiques. Il y a 1 an et demi, la vie de cette institutrice bascule. Devant ses élèves de CE2, elle multiplie perte de mémoire et troubles du langage. Et des situations anodines deviennent insupportables. Le top du top, c'était les feutres parfumés à la mode. Alors ça, quand les enfants, toutes fières, les petites filles m'apportaient leur dessin en disant « Regarde maîtresse, comme il est beau mon dessin !» Et moi, j'en prenais plein les narines et ça m'empêchait de respirer. Comme si un sentiment de noyade, mais dans l'air. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous manquiez d'air, mais... Ouais, c'était un sentiment, comme si je me noyais. Trop éprouvée, Céline finit par s'arrêter de travailler. Elle limite les sorties et les contacts. Si elle affirme que son moral va bien, les médecins, eux, la pensent dépressive. Et ce diagnostic est fréquent chez les personnes souffrant d'hypersensibilité chimique multiple. C'est ce qu'a pu constater ce médecin généraliste, l'un des rares spécialistes de cette question en France. Ils se retrouvent en général chez les psychiatres. Les psychiatres essayent de les soigner avec les médicaments, mais comme ils sont hypersensibles aux médicaments, ils s'aggravent. Et donc ils finissent souvent loin du psychiatre, ils sont très souvent isolés finalement. Alors c'est des gens qui peuvent devenir dépressifs, et j'ai envie de dire que comme vous êtes exclu de tout le monde, il y a un moment où c'est difficile de ne pas être dépressif, mais à la base ils ne sont pas forcément plus dépressifs que le reste de la population. Mais l'hypersensibilité chimique est un phénomène encore mal connu. Les études sur le sujet sont peu nombreuses et les mécanismes de cette affection sont encore inexpliqués. Aucun traitement n'est donc proposé aux patients. Pour Céline, c'est tout un mode de vie qu'il a fallu revoir. Ça, c'est ma lessive. Je peux plus supporter l'odeur des produits ménagers. C'est même pas envisageable, quoi. Et ça n'a pas de parfum dedans. Je ne m'empoisonne plus. C'est-à-dire qu'avant, ne serait-ce que nettoyer ma baignoire, je mettais du produit, je nettoyais et après j'étais vraiment très 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 mal, quoi. Du fromage de chèvre. J'ai faim en plus. Du parmesan. Bon, la baguette, on ira t'en rechercher demain. Céline a également repensé son alimentation. Désormais, elle est incapable de se rendre dans un supermarché et ses parents sont obligés de faire ses courses. Eux ne doutent pas de la maladie de leur fille. C'est difficile, hein. C'est difficile. Moi, pour moi, ma fille, elle est en prison. C'est dur, puis les gens ne comprennent pas qu'on s'inquiète. On nous dit, mais ça va passer. Bah oui, mais ça fait 1 an et demi que ça dure et puis on n'a pas tellement de solutions. Le corps médical semble donc démuni face à ce phénomène. Les biologistes, eux, ne parviennent pas à cibler les polluants chimiques responsables de cette hypersensibilité multiple. Probablement, ces personnes réagissent à des doses beaucoup plus faibles de ces polluants ou d'un mélange de polluants qui leur entraîne ces troubles. Et pour nous, c'est très difficile de faire le lien entre la pollution que l'on retrouve dans un lieu de vie et les symptômes des personnes parce que les polluants respectent les valeurs de référence sanitaire telles qu'ils sont proposées. Nous n'avons pas trouvé encore aujourd'hui la cause exacte ou le mécanisme physiopathologique de cette maladie, mais ces personnes souffrent, il faut les prendre en compte, à la fois sur le plan médical et environnemental, et tenter de limiter toutes les sources de pollution pour qu'elles se retrouvent dans de meilleures conditions. Reconnue aux États-Unis, au Canada ou en Allemagne, l'hypersensibilité chimique multiple n'est pas prise en charge en France. Céline, elle, a trouvé une solution provisoire pour échapper aux nuisances de la vie moderne. Chaque jour, elle se réfugie dans cette forêt, à quelques mètres de sa maison. Ici, c'est mon coin aspirine. C'est-à-dire que dès que ça me brûle les muqueuses, si je viens ici, ça s'apaise, la brûlure disparaît, ça va plus vite que si je restais chez moi à attendre qu'elle disparaisse. Ça va plus vite. Et quand je suis fatiguée et que justement j'ai pas envie de venir, alors je me pousse à l'aller, mais je peux vous dire qu'au retour, ça va tout seul, quoi. Je marche d'un bon pas, je me sens bien, c'est tout.
D'après les observations médicales, l'hypersensibilité chimique multiple ne serait pas réversible, mais il serait possible d'en réduire l'intensité. Ces derniers mois, Céline a vu son état de santé s'améliorer. En septembre, elle compte reprendre son travail d'enseignante par correspondance. C'était l'époque de l'insouciance et de la croissance. 1970, pas de limitation de vitesse sur autoroute. Le litre d'essence à 1 franc, la DS dope les ventes de Citroën, le trafic aérien décolle et les usines tournent à plein régime. La consommation de pétrole explose, mais la production, elle, a déjà du mal à suivre. Les Français ne le savent pas encore, mais c'est bientôt la fin des 30 Glorieuses. 1973, le 6 octobre, la guerre du Kippour éclate. La Syrie et l'Égypte attaquent Israël pour reconquérir le plateau du Golan. Pour punir ceux qui soutiennent Israël, les principaux pays exportateurs de pétrole décident d'augmenter le prix du baril de 70% et de réduire la production de 5% chaque mois. En France, les compteurs de pompes à essence s'emballent. Plus 30 centimes le litre de super ce 1er janvier 1974, 20% de hausse en un jour, un coup de massue. Que pensez-vous de la hausse sur l'essence, monsieur? Personnellement, ça va me gêner beaucoup, certainement. Je pense qu'il y a un abus vis-à-vis du public. Et c'est quand même scandaleux. J'en subis les conséquences comme tout le monde. Pour économiser l'essence auto, nous avons donc décidé de limiter la vitesse à 90 km à l'heure sur toutes les routes de France. Il y a aussi le changement d'heure, l'interdiction des enseignes lumineuses après 22 heures et une campagne de publicité. Vous verrez, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Aux Pays-Bas aussi, ils ont une idée radicale, circulation interdite le dimanche. Les habitants s'organisent comme ils peuvent. La Belgique et la Norvège feront pareil. Au-delà des transports, c'est toute l'économie qui s'enraye, car avec le cours du pétrole, tous les prix grimpent. Est-ce que les prix ont augmenté, madame, à votre avis? Ah, moi, oui. Et surtout dans la rue, il y a des marchands qui changent les étiquettes dans la journée. Hein. Je dirais pas où, mais... L'industrie est à la peine, dans la chimie, dans le textile. On recourt au chômage partiel et on licencie. Durant toute la décennie 70, la chasse au gaspillage restera une priorité nationale et tout le monde s'y met. Nous allons tous éteindre en même temps pour mesurer sur le cadran de l'EDF l'économie qu'on peut faire. Si vous êtes prêts, je le suis. Attention, 1, 2, 3, éteignons les lumières. Depuis, à part quelques courtes accalmies, les cours du baril de pétrole n'ont cessé de grimper jusqu'à aujourd'hui et le prix des carburants avec. Une hausse que relativisent les économistes. Ce qui compte pour savoir quel est le prix réel de quelque chose, c'est combien de temps vous devez travailler pour vous l'offrir. Et si vous regardez ça, vous vous rendez compte que le prix réel du carburant aujourd'hui est inférieur à ce qu'il était en 1970. Début 73, un Français au SMIC pouvait en effet se payer 3,5 litres de super avec une heure de salaire. 40 ans plus tard, plus de 6 litres de sans-plomb. Le carburant pèse donc moins lourd aujourd'hui dans le budget d'un ménage qu'avant le premier choc pétrolier, même si les économies des pays industrialisés, elles, ne s'en sont jamais vraiment remises.